faire le point. Non, regarde-toi, identifie tes faiblesses, vois où tu procrastines, où tu ne remplis pas tes responsabilités. Consulte ta conscience et vois si tu peux te redresser, morceau par morceau. Maintenant, tu peux penser que tu pourrais avoir un meilleur lendemain. Tu pourrais mûrir, tu pourrais devenir un adulte fonctionnel, tu pourrais être un membre utile de la société, aussi démodé que cela puisse paraître. Mais c'est un objectif noble, surtout quand tu es les yeux et la bouche de l'État. Alors, sois optimiste car tu es courageux. Aie confiance en les gens, tu es courageux. Suppose que demain pourrait être meilleur qu'aujourd'hui, puis écoute ta conscience et ressaisis-toi. Nous demandons, si tu pouvais choisir tes amis, à quoi ressembleraient-ils? Et ta carrière idéale, ce serait quoi? Si tu pouvais utiliser ton temps libre de façon productive et utile, à quoi cela ressemblerait-il? Comment devrais-tu prendre soin de toi mentalement et physiquement? Comment gères-tu les tentations de la manière que je viens de décrire? Comment t'éduques-tu correctement? Voilà, ce sont des questions d'échauffement. Ensuite, nous demandons aux gens d'écrire pendant 15 minutes sur ce à quoi leur avenir pourrait ressembler à un moment donné. C'est 3 à 5 ans pour les personnes plus âgées, mais cela peut être plus court pour les plus jeunes. Vous obtenez ce que vous voulez. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, et ce dont vous avez besoin si vous preniez soin de vous. À quoi cela ressemblerait-il si vous pouviez l'avoir? Vous avez une vision, non? Ensuite, demandez-leur d'écrire une contre-vision, comme si vos mauvaises habitudes vous détruisaient dans 5 ans. À quoi ressemble cet enfer? Comment contourner cela? Ensuite, ils doivent éviter quelque chose. Nous leur demandons ensuite d'écrire un plan pour concrétiser leur vision. Vous avez une idée d'une vie qui en vaut la peine. Comment rester sur la bonne voie et la réaliser? Nous avons mené ce travail surtout avec des étudiants universitaires, particulièrement des garçons, et cela fonctionne très bien. Au total, le taux d'abandon à l'université diminue d'environ 25%. Afin de vous situer correctement dans la vie, vous avez de savoir qui vous êtes, et donc cela encourage les personnes qui suivent le programme à diviser leur vie en 6 épisodes, puis simplement à écrire sur les événements émotionnellement significatifs, afin que vous puissiez clarifier d'où vous venez et où vous vous situez actuellement. Et la partie suivante vous aide à faire une analyse de personnalité qui peut vous aider à comprendre quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles. Et donc, ce que vous voulez faire lorsque vous découvrez quels sont vos points forts, c'est comprendre comment en tirer parti. Lorsque vous identifiez vos points faibles, cherchez à comprendre comment les renforcer. Et puis l'étape suivante, donc vous vous imaginez dans quelques années, dans 2 ans, disons que vous pensez, d'accord, si je prenais soin de moi et que j'essayais de devenir le genre de personne que j'aimerais vraiment être, à quoi ressemblerait ma vie? Et donc, cela vous pose des questions sur, eh bien, quel type d'amis souhaitez-vous? Et comment interagir avec eux? Que recherchez-vous dans une relation intime? Que souhaitez-vous pour vos relations familiales et vos objectifs professionnels ou éducatifs? Comment prendrez-vous soin de votre santé mentale et physique? Et éviterez-vous les pièges, comme l'abus de drogue et d'alcool? Et donc, développez une vision pour ces choses-là. Et ensuite, écrivez pendant 15 minutes sans trop vous soucier de la grammaire ou de l'orthographe, à propos de ce que pourrait être votre vie si vous pouviez avoir la vie que vous souhaitez. Puis, écrivez 15 minutes sur votre vie, si vous laissiez toutes vos mauvaises habitudes, ressentiments et parties faibles, méchantes, rancunières et amères prendre le dessus et vous tirent vers le bas. Ensuite, il vous invite à élaborer un plan pour une vision positive. Souvent, les gens ne prennent pas le temps de définir un plan positif pour leur caractère et leur vie. C'est très utile à faire. Et donc, les personnes qui se comparent défavorablement aux autres, ce qui, bien sûr, est quelque chose que les adolescents font constamment, peuvent ressortir de cela dans une certaine mesure en commençant à s'identifier à leur futur soi idéal, plutôt que leur version actuelle, ce projet en développement. Je veux dire, vous les adolescents, vous êtes jeunes, vous avez toute votre vie devant vous pour vous organiser, pour devenir fort là où vous êtes faible et pour capitaliser sur vos forces. Donc l'autre chose à réaliser aussi, c'est que vous avez le temps de faire ça. Et il ne faut pas paniquer si les choses ne vont pas parfaitement bien pour vous. Quand vous avez 14 ou 15 ans, c'est extrêmement courant que ce soit le cas. Eh bien, on ne leur a pas appris à avoir un concept de la direction.
On ne les y encourage pas. Comme si le bon conseil était « Écoute, gamin. » La vie est difficile. La vie va être difficile. Et beaucoup de choses vont arriver. Mais tu es bien plus fort que tu ne le penses. Parce que les gens sont vraiment très résistants. Et si tu peux commencer à te discipliner et à te construire par rapport à la vision de qui tu voudrais être, une vision personnelle, tu vois, ce n'est pas... Sois qui les autres pensent que tu devrais être, même si ce n'est pas un mauvais point de départ. Mais là, il s'agit de... Si tu pouvais avoir ce dont tu as besoin pour faire de ta vie ce que tu voudrais qu'elle soit, qu'est-ce que ce serait ? C'est le début d'une vision. Et c'est ce genre de choses qui te donnent du courage, du charisme, de la force et la capacité de surmonter les obstacles. Et, à terme, la confiance en soi et la capacité d'être la personne que tu veux être. Mais aussi d'être quelqu'un d'utile et d'accueillant pour les autres. C'est un sacré bon objectif. Et tu sais, je pense qu'il y a des éléments clés qui vont avec ça, parce que l'autre chose que je recommanderais vraiment fortement à tes spectateurs, comme expérience, c'est d'essayer de passer d'essayer de passer un mois sans dire quoi que ce soit que tu sais être un mensonge. Fais juste l'expérience, parce que c'est aussi quelque chose d'incroyablement puissant. Tu ne croiras pas à quel point ça va changer ta vie. Donc la règle, c'est... Fais attention à ce que tu dis, et sois très attentif à cela. Et si tu dis quelque chose qui te fait te sentir faible, ou qui te fait sentir que tu t'es écarté du bon chemin, au point de te sentir faible et désuni à l'intérieur, reformule ton langage jusqu'à trouver une formulation qui te donne l'impression de parler avec assurance, puis utilise ces mots. Et une partie de cela, c'est de ne pas dire des choses que tu sais être fausses, parce que tu te rends faible en faisant cela. Et les personnes faibles se font gravement blesser. Et ensuite, elles deviennent ta mère, puis elles deviennent pleines de ressentiment, puis elles deviennent méchantes, et ensuite, elles deviennent hostiles, et alors, les choses autour d'elles ne vont plus du tout bien. Donc c'est une autre chose que je recommanderais comme expérience. Tu ne peux pas imaginer à quel point cela peut remettre ta vie en ordre. Eh bien, parfois tu gagnes, et alors tu gagnes avec grâce, et parfois tu perds, et alors tu perds noblement. C'est comme si ce n'était pas ton tour de gagner. Et peut-être que tu ne méritais pas de gagner. Et peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre pour toi. Et tu sais, et surtout ce qu'il y a à apprendre, c'est comment échouer noblement. Ça, c'est une victoire, mec. C'est comme avec les jeux, tu sais, tu dois réfléchir au jeu. Tu joues à un jeu, et le but c'est de gagner. Mais tu ne joues pas à un jeu, tu joues à une série de jeux. Et une série de jeux, ce n'est pas la même chose qu'un jeu. Donc tu ne veux pas gagner le jeu, tu veux gagner la série de jeux. D'accord. Alors comment tu gagnes la série de jeux ? Eh bien, tu fais ça en étant un bon joueur, en étant un bon sportif. Oui, il y a une éthique là-dedans. Comme quoi ce n'est pas important de gagner ou de perdre, ce qui compte c'est comment tu joues. Mais qu'est-ce que ça veut dire parce que tu es censé essayer de gagner ? Oui, mais tu gagnes la série de jeux, donc tu veux être la personne qu'on invite à jouer. Tu veux être la personne qui est toujours invitée à jouer, pour jouer le plus de jeux possible. Et donc, ça veut dire que tu dois être noble dans la victoire. Tu dois être humble dans la victoire. Et tu dois être noble dans la défaite. C'est un début. Tu dois être un joueur d'équipe pour construire ton équipe, et ne pas prendre toute la gloire pour toi. Et les gens voient ça à travers le temps. C'est une chose excellente à savoir d'un point de vue éthique. C'est que tu essaies de gagner l'ensemble de tous les jeux possibles. Et tu fais cela en vrai sportif. C'est une éthique essentielle, très profonde. Imagine que quelqu'un poursuit un objectif, et que certaines des choses qu'il doit accomplir ou affronter sur le chemin de cet objectif lui font peur. Alors il commence à éviter, puis il devient encore plus effrayé, et bien sûr, sa capacité à poursuivre ou à atteindre son objectif se détériore parce qu'il évite. Si tu es psychothérapeute, ou même un ami ou un proche qui soutient, disons que tu vas encourager la personne à affronter les défis qui lui font peur, à les affronter volontairement. Et ce qui se passe en conséquence de cela, c'est que la personne arrive généralement à surmonter ses peurs, à développer les compétences nécessaires et à triompher. Et c'est en partie parce que ce n'est pas tellement qu'elle a moins peur, mais parce qu'elle devient plus compétente et plus courageuse. Alors imaginez que si vous... En mordant plus que vous ne pouvez mâcher, vous devenez plus fort.
Et vous faites cela à la salle de sport, par exemple. Lorsque vous allez soulever des poids, vous soulevez des poids un peu plus lourds à chaque fois et, en conséquence, vous vous développez physiquement et vous devenez ce que vous pourriez être, vous devenez plus que ce que vous êtes. D'accord. Donc si vous affrontez vos peurs petit à petit, les peurs et les défis, et que vous le faites volontairement, alors vous devenez plus que ce que vous êtes. D'accord. Maintenant, reformulons cela dans un langage archétypal et transformons-le en une sorte d'ultime. Donc, si vous voulez devenir tout ce que vous pourriez être, alors vous regardez dans l'abîme lui-même, qui est l'endroit le plus sombre que vous puissiez imaginer. Et cela serait la terreur de la mortalité, de la folie, de la souffrance et de la malveillance, tout cela. Ce serait comme regarder en enfer, je suppose, dans une certaine mesure. Et puis, en le faisant volontairement, vous faites appel à la partie la plus forte de vous-même pour répondre. Et la partie la plus forte de vous-même est symbolisée par le père endormi niché à l'intérieur de la bête. Et donc la vérité fondamentale. Lorsque vous regardez dans un abîme, c'est que vous ne voyez pas l'abîme si vous regardez assez longtemps. C'est comme une réponse à l'énigme de Nietzsche. Si vous regardez assez longtemps dans l'abîme, alors l'abîme vous regarde aussi. Mais si vous regardez encore plus longtemps dans l'abîme, au-delà du moment où l'abîme vous regarde, vous voyez qui vous pourriez devenir sous la forme des grandes figures ancestrales nichées au cœur de la catastrophe de la vie. Et alors vous pouvez les rejoindre, pour ainsi dire. Vous pouvez intégrer cela et devenir plus fort, et vous le faites en partie en relevant le défi volontairement. Et cela vous instruit parce que vous apprenez lorsque vous relevez des défis de votre plein gré. Mais vous le faites aussi comme conséquence d'une transformation psychophysiologique. Car lorsque vous vous placez dans des situations difficiles, disons que l'abîme est l'archétype de la situation ultime de défi, alors vous activez de nouveaux gènes dans votre système nerveux et dans votre corps qui codent pour de nouvelles protéines et vous construisez de nouvelles structures en vous. Et rien de tout cela n'arrivera sans l'exigence imposée par la volonté d'affronter la terreur de la vie. Et donc, je dirais que la terreur totale de la vie, c'est quelque chose comme la réalité de la souffrance et de la mort, et la présence toujours imminente de la malveillance dans votre propre cœur et dans le cœur des autres. Donc c'est le mal et la souffrance. Et affronter cela, c'est vraiment, eh bien, vous risquez l'aveuglement en affrontant cela. C'est aussi une histoire très ancienne. Vous risquez d'endommager votre vision, mais si vous le faites franchement, alors vous découvrez qui vous pourriez devenir en conséquence, et qui vous pourriez être. Et la solution à la malveillance et à la souffrance. Nietzsche a dit « Dieu est mort et nous l'avons tué, et nous ne trouverons jamais l'eau pour laver le sang. » Vous savez, le plus sacré que nous ayons créé est maintenant mort de nos propres mains, et il pensait que c'était une catastrophe absolue, parce que Nietzsche était un homme très intelligent et très sage, mais il a commis une véritable erreur. Je crois. Et il a avancé que, à cause de cet effondrement des valeurs, de cet effondrement précipité de la valeur qui unifie toutes les valeurs, ou qui est la condition préalable à toutes les valeurs, nous serions perdus. Il pensait certainement que nous tomberions dans le nihilisme ou que nous serions la proie de l'idolâtrie communiste en particulier, ce qu'il a prédit avec précision, tout comme Dostoïevski. Mais il a aussi dit que la solution à cela serait que le surhomme devrait apparaître, l'Ubermensch, et il serait l'homme capable de créer ses propres valeurs, et donc Freud et Jung étaient tous deux intéressés par cette idée. Freud de façon plus périphérique, mais Jung de manière plus consciente. Et une partie de ce que Jung essayait de découvrir, c'était « Pouvons-nous créer nos propres valeurs ?» Sa conclusion fut « Non, ce n'est pas possible. » Et pourquoi ? Donc, pourquoi ? Pour les psychanalystes, nous sommes envahis par des fantasmes, sortes de personnalités autonomes vivant dans notre subconscient, notre imagination ou nos rêves, qui parfois nous possèdent, l'esprit de colère, de luxure, d'envie. Ces anciens dieux qui nous possèdent, ces valeurs, ces tentations et ces impulsions qui s'abattent sur nous et que nous ne pouvons pas contrôler. Ils font partie de notre nature autonome et parce qu'ils ont cette autonomie, donc ce serait l'autonomie des émotions et l'autonomie des motivations et même l'autonomie de l'esprit qui unit les motivations parce que nous ne savons pas. Par exemple, dans l'esprit du jeu, par exemple, le jeu est un instinct. Le jeu regroupe des motivations de base en une unité supérieure, mais reste un instinct.
Et donc Jung a compris très rapidement qu'il n'était pas techniquement possible pour nous de créer nos propres valeurs, et c'est en partie ça. En constatant la complexité du monde, il est évident qu'il est trop complexe pour que nous puissions créer nos propres valeurs au cours d'une vie, de façon autonome, même en étant des surhommes. Cela reste impossible, car même si tu génères tes valeurs, que ferait ton partenaire ou tes amis ? Vont-ils soudainement adopter tes valeurs ? Pourtant, c'est ce que réclament aujourd'hui les postmodernistes radicaux, comme si tout tournait autour de leur propre jeu. Oui, mon identité. Je suis ce que je dis être d'un moment à l'autre et il n'y a aucune négociation. Et c'est parce qu'ils ont 2 ans, et je le pense. Je le pense vraiment. Je le pense. Je le pense techniquement, je veux dire, c'est une des choses que j'ai apprises en partie en lisant Freud. Freud avait cette idée de fixation développementale, et il a remarqué chez ses clients et ses patients que les gens restaient bloqués à un certain stade de développement. Vous parliez à un adulte, et soudain, il avait 4 ans. J'ai appris à le remarquer chez mes clients et ceux à qui je parle, et je le fais quand ils m'énervent. Qui es-tu exactement ? Je vois, tu es une fille méchante de 13 ans. D'accord, c'est parti. Je sais à qui je parle maintenant. Et ces identités solipsistes. Les totalitaires ont 2 ans. Et les enfants de 2 ans sont très gouvernés par l'émotion. Ils sont complètement incapables de négocier. Ils sont égocentriques, dans le sens où leur vision du monde domine. Ils n'ont absolument aucune notion de jeu négocié. Et ils croient que leur identité est entièrement générée par eux-mêmes, dépendant de ce qu'ils ressentent d'instant en instant, ce qui est exactement comment fonctionne un enfant de 2 ans. Et la plupart d'entre eux en sortent les socialiser vers l'âge de 4 ans. Ceux qui n'y parviennent pas ont une vie très difficile par la suite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui parce que les écrans ont interféré avec le jeu d'imitation et la négociation, et parce que des parents oedipiens et des systèmes sociaux ont permis une forme de narcissisme immature qui se manifeste par ces revendications absurdes sur l'identité. Tout cela relève de la création de ses propres valeurs. Je peux changer de sexe à tout moment. C'est comme ? Bon, très bien. Mais comment les autres sont-ils censés gérer ça, puisqu'ils ne savent pas quoi faire ? Eh bien, ça n'a pas d'importance. Ils doivent d'ailleurs faire exactement ce que je veux. Eh bien, bonne chance avec ça, toi, Superman, toi, surhomme, avec tes propres valeurs. Et c'est aussi en partie pourquoi les libéraux, les petits libéraux, se trompent fondamentalement. Et cela inclut la plupart des thérapeutes. On peut voir l'identité et la santé mentale comme un arrangement psychologique interne. Si votre esprit est bien organisé, vous êtes sain, contrairement à ceux qui ne le sont pas. Ce n'est pas vraiment juste. C'est en partie vrai. Mais vous voyez, si vous êtes un partenaire réciproque dans votre mariage, si vous avez 3 ou 4 amitiés que vous avez pu maintenir parce que vous pouvez agir de façon réciproque, alors la santé mentale est en fait l'équilibre entre vous et votre femme ou votre mari, puis entre vous, votre femme, ou votre mari et vos amis, ou vous, votre femme et votre mari, ou votre mari et vos enfants, et vos amis et votre famille, élargie. C'est cette structure imbriquée déjà évoquée. C'est comme si vous ne pouviez pas être sain d'esprit sans cela, parce que c'est en fait la définition de la santé mentale. Et c'est aussi collectif, c'est pourquoi le royaume de Dieu est en vous et autour de vous. C'est exactement ça, c'est ça. Oui, tu as une psyché harmonieuse, mais danses-tu avec toi-même sur une musique que personne d'autre n'entend ? Ce n'est pas utile. Il y a un aspect communautaire qui doit être présent. Et donc, si vous êtes sain d'esprit, votre mariage est sain. Vous avez des relations saines avec vos enfants. Vous avez des relations saines avec vos amis. Vous êtes un bon employé ou un bon patron. Et vous participez à la vie civique. Et tout cela est intégré dans cette hiérarchie qui place l'esprit au sommet et qui permet à cette réciprocité de fonctionner. Que pensez-vous du livre ou du film Fight Club ? Je l'ai trouvé fasciste de façon intéressante. Je veux dire, je dis ça d'une certaine manière de façon un peu désinvolte, même si en fait j'ai aimé le film. Je pense aussi qu'il était fasciste, parce que c'était une célébration sous une forme de la force,
un peu fasciste, comme le personnage d'Iron Man. Mais j'ai aussi trouvé que c'était une exploration intéressante du développement de l'ombre. Je crois que si les hommes ne deviennent pas consciemment dangereux, ils le deviennent inconsciemment. Il vaut donc mieux devenir consciemment dangereux, et chaque homme devrait viser cela. Donc tu devrais être quelqu'un avec qui personne n'a envie d'avoir des ennuis maintenant. Mais ensuite tu dois garder ça sous contrôle, tu vois ? D'abord tu dois être inoffensif et naïf. Alors là tu es un enfant. Ensuite tu dois développer ta capacité à être dangereux. Puis tu dois mettre cette capacité à être dangereux sous contrôle. Et pour moi, c'est ça qui fait de toi un homme. J'étais une personne très petite dans mes classes, et aussi très grande gueule, ce qui ne doit pas vraiment te surprendre, et un peu provocateur, donc tu vois, je me faisais pas mal bousculer, parce que tout le monde se fait bousculer, et mon arme, c'était ma grande gueule, et c'était une arme assez efficace, même si ça avait tendance à se retourner contre moi. Parce que, tu sais, si tu es vraiment grande gueule avec des gens grands et pénibles, ils ont tendance à répondre de façon assez négative physiquement, donc ce genre de choses m'arrivait assez souvent, Mais j'étais assez fier du fait que j'avais une certaine puissance intellectuelle et... C'est dans la vingtaine que j'ai compris certains des dangers liés à ça, parce que j'ai commencé à lire partiellement Le Paradis perdu de Milton et à en saisir le sens. Le danger de l'intellect. Et le danger de l'intellect, d'après ce que je peux dire, c'est qu'il tend vers l'orgueil et l'arrogance. Et il a aussi tendance à tomber amoureux de ses propres créations. Et donc, c'est en fait Lucifer. Dans Le Paradis perdu, c'est Lucifer. Lucifer est l'intellect qui tombe amoureux de ses propres créations, et qui suppose ensuite qu'il n'y a rien en dehors de ce qu'il pense. C'est la mentalité totalitaire. Avoir un système total et croire tout savoir. Nous allons l'appliquer, et ce sera le paradis sur Terre, non ? C'est ça l'état d'esprit totalitaire. Et c'est associé à l'arrogance intellectuelle. Et en même temps, il m'arrivait autre chose. Donc je remarquais cela. J'ai commencé à comprendre ce que cela signifiait. Et j'ai aussi commencé à comprendre qu'il y avait bien plus dans la vie que l'intellect. Beaucoup plus. Parce que je fumais trop, je buvais trop, et je pesais environ 60 kilos. Je n'étais pas en bonne forme physique. J'avais beaucoup à faire à l'école doctorale pour me remettre en ordre. Et en même temps, j'essayais de comprendre pourquoi les choses avaient si mal tourné dans le monde. Son enfermement dans la guerre froide, et quel rôle je pouvais y jouer, si tant est que j'en joue un, ou quel rôle nous pouvions tous y jouer. En même temps, je travaillais un peu dans une prison. Je travaillais avec ce psychologue un peu fou. Il avait l'habitude de mettre des blagues dans ses examens à choix multiples. C'était un type vraiment excentrique. Mais j'aimais beaucoup ses cours. Il enseignait un cours sur la créativité. Et il était aussi psychologue en prison. Et c'était un gars excentrique. Et pour une raison quelconque, il m'aimait bien, peut-être parce que j'étais excentrique moi aussi. Et il m'a invité à l'accompagner à la prison de haute sécurité d'Edmonton à quelques reprises. Ce que j'ai fait. Et c'était une expérience très intéressante, parce que j'essayais de comprendre quel rôle le comportement de chaque individu jouait dans la pathologie du groupe. C'était quelque chose comme ça. Et je suis allé là-bas, et j'ai rencontré un petit gars, plus petit que moi. J'étais un peu plus costaud à l'époque, et c'était un gars plutôt inoffensif. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans ce gymnase. Ça ressemble à un lycée, la prison, ce qui était vraiment révélateur à mon avis. Et il y avait là-dedans tous ces types, comme des monstres, en train de faire de la musculation. Et, vraiment, c'était des monstres. Je me souviens d'un gars, il était tatoué partout, et il avait une énorme cicatrice qui lui traversait la poitrine. On aurait dit que quelqu'un l'avait frappé avec une hache. J'étais là portant cette cape étrange achetée au Portugal et les bottes assorties. Oui, c'était comme une cape de Sherlock Holmes des années 1890. Et c'était vraiment comme si elle venait des années 1890 parce que ce petit village était perché sur une colline. C'était une ville fortifiée sur une colline. Il vendait ses objets. Je doute que le style ait changé depuis 1890, ce que je trouvais cool. Je les portais, même si ce n'était peut-être pas idéal. Tenue la plus conservatrice.
à porter si vous allez dans une prison de haute sécurité. Bref, j'étais dans le gymnase, et le psychologue, est parti, et Dieu seul sait. Enfin, c'était son genre, et tous ces types sont venus autour de moi, vous voyez, et ils me proposaient d'échanger leurs vêtements de prison contre ma cape. Et c'était comme une offre impossible à refuser. Je ne savais pas quoi faire, puis ce petit gars a dit ça, que le psychologue m'a envoyé pour venir te chercher ou quelque chose comme ça. Alors je me suis dit, eh bien, mieux vaut ce petit gars que tous ces monstres. Donc, nous sommes sortis du gymnase par des portes, comme des portes d'école. Nous sommes sortis dans la cour de récréation, je suppose. Et nous marchions. Il me parlait. Il avait l'air d'un gars plutôt inoffensif. Puis le psychologue est apparu à la porte et nous a fait signe de revenir. D'accord. Ce qui était plutôt un soulagement. Je suis donc allé dans son bureau et il m'a dit « Tu sais ce gars avec qui tu es sorti dans la cour ?» Et j'ai dit « Oui ». Il a dit « Il a pris 2 flics un soir, il les a fait s'agenouiller, et pendant qu'ils suppliaient pour leur vie, il leur a tiré une balle dans la nuque à tous les 2. » Et j'ai pensé c'est... Tu vois ? Ce qui était si intéressant, c'est qu'il était tellement inoffensif, non ? Parce que ce que tu espères, c'est que quelqu'un comme ça serait très différent de toi, disons. Et certainement pas comme quelqu'un d'inoffensif que tu aurais rencontré. Ce que tu voudrais, c'est que le gars soit, tu sais, à moitié loup-garou et à moitié vampire. Comme ça, tu pourrais tout de suite voir que c'était un tueur de sang-froid. Mais non. C'était ce petit gars, apparemment inefficace, qui ne l'était certainement pas si tu lui donnais un revolver et l'avantage. Et donc, ça m'a fait réfléchir. Cela m'a fait réfléchir à la différence entre inoffensif et dangereux. Ensuite, j'ai rencontré un autre gars là-bas. Et puis, 1 ou 2 semaines plus tard, j'ai appris que lui et un de ses amis avaient plaqué un autre gaz au sol et lui avaient pulvérisé la jambe gauche avec un tuyau en plomb, littéralement pulvérisé. Et la raison était qu'ils pensaient que c'était une balance, et peut-être que c'en était une, et voilà. Cette fois, j'ai agi différemment, au lieu d'être choqué et horrifié. Même si je l'étais sûrement. Je me suis demandé comment tu pouvais faire ça, car je ne pensais pas en être capable. Et je ne pensais pas avoir eu cette pensée. Je croyais qu'il existait une différence qualitative entre moi et ces gens. Alors j'ai passé environ 2 semaines à essayer de voir si je pouvais comprendre dans quelles conditions je pourrais faire ça. Quel genre de transformation psychologique je devrais subir pour pouvoir faire ça. Et donc c'était un exercice méditatif, disons. Et il ne m'a fallu qu'environ 10 jours pour réaliser que non seulement je pouvais le faire, mais qu'en plus ce serait beaucoup plus facile que je ne le pensais. Et c'est à ce moment-là que ce mur entre moi et ce que Jung décrivait comme l'ombre a commencé à s'effondrer. Et ça aussi, ça a été très utile parce que j'ai commencé à me traiter comme une entité quelque peu différente, parce que je n'avais pas été conscient jusque-là, vous savez, parce que je pensais que j'étais un bon gars. Il n'y a aucune raison de penser ça, car tu n'es pas un bon gars, à moins d'avoir vraiment fait beaucoup d'efforts. Tu ne l'es pas. Ce n'est pas facile. Donc tu es probablement un gars modérément mauvais. Et c'est très loin d'être un gars absolument horrible, mais c'est aussi très loin d'être un bon gars. Et donc... Mais j'avais un peu plus de respect pour moi-même après ça, parce que j'ai aussi compris qu'il y avait un élément monstrueux dans la psyché humaine qu'il fallait respecter, et que c'était une partie de toi que tu devrais te considérer en quelque sorte comme une arme chargée. C'est très utile avec les enfants de te considérer comme une arme chargée, parce que avec les enfants, tu es une arme chargée. Et les terribles expériences que beaucoup d'enfants vivent avec leurs parents en sont la preuve. Bref, à peu près à la même époque, et je ne sais pas exactement comment ces choses étaient liées de façon causale. Je suppose que c'est parce que j'essayais de comprendre qui j'étais, et comment cela pouvait être résolu, quelque chose comme ça. J'ai commencé à faire très attention à ce que je disais. Je ne sais pas si cela est arrivé volontairement ou non, mais je sentais une division apparaître dans ma psyché. D'ailleurs, certains étudiants m'ont dit avoir vécu la même chose après avoir écouté certains sujets que j'ai mentionnés. Mais elle s'est divisée en 2, disons. Et une partie était, disons, l'ancien moi qui parlait beaucoup, qui aimait argumenter et qui aimait les idées. Une autre partie observait celle-ci, simplement les yeux grands ouverts, et qui jugeait de façon neutre. Et la partie qui jugeait de façon neutre observait la partie qui parlait et disait «
ce n'est pas ton idée. Tu n'y crois pas vraiment. Tu ne sais pas vraiment de quoi tu parles. Ce n'est pas vrai. Je me suis dit que c'était intéressant. Maintenant, ça représentait environ 95% de ce que je disais. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, d'accord, c'est étrange. Donc peut-être que je me suis fragmenté et que ce n'est vraiment pas une bonne chose. Je veux dire, ce n'est pas comme si j'entendais des voix ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas ça. C'était... Eh bien, les gens ont plusieurs parties. J'avais ce dilemme étrange. Lequel de ces deux trucs me correspond ? Est-ce que c'est la partie qui écoute et qui dit « Non, c'est n'importe quoi. C'est un mensonge. Tu fais ça pour impressionner les gens. Tu essaies juste de gagner la dispute, tu sais. » Était-ce moi, ou la part de moi qui faisait mon discours habituel ? J'ai décidé d'écouter le critique, puis j'ai essayé ce que j'ai appris à faire. Je pense que c'était d'arrêter de dire des choses qui me rendaient faible. Et maintenant, je veux dire, j'essaye toujours de faire ça parce que je ressens toujours quelque chose quand je parle. Que les mots que je dis m'alignent ou me font me désunir. Et je pense que l'alignement, je pense que l'alignement est la bonne façon de le conceptualiser. Parce que je pense que si tu dis des choses qui sont aussi vraies que possible, disons, alors elles viennent des profondeurs en toi. Parce qu'on ne sait pas d'où viennent les pensées. On ne sait pas à quel point, dans ta structure profonde, les pensées émergent. On ne sait pas quels processus d'alignement physiologique sont nécessaires pour que tu puisses parler depuis le cœur de ton être. On ne comprend rien de tout ça. On ne le conceptualise même pas, mais je crois que tu peux le ressentir. Et j'ai appris une partie de cela en lisant Carl Rogers d'ailleurs, qui est un grand clinicien, mais bref, j'ai décidé que je commencerais à m'entraîner à ne pas dire des choses qui me rendraient faible. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû arrêter de dire presque tout ce que je disais. Je dirais que 95% de ce que je disais, c'était un vrai choc au réveil. Et je veux dire, ça s'est passé sur quelques mois, mais c'est un sacré choc de se réveiller et de réaliser qu'on est en grande partie du bois mort. C'est un choc. Vous pensez peut-être, veux-tu vraiment que tout disparaisse ? Il ne reste qu'une coquille, 5% de toi. C'est comme, eh bien, si ces 5% sont solides, alors peut-être que c'est exactement ce que vous voulez, que cela se produise. Les Israélites errent dans le désert. Que se passe-t-il ? Eh bien, la même chose leur est arrivée qu'à nous. Ils adorent de fausses idoles, et ils sont tentés. Et ce n'est pas étonnant qu'ils soient tentés. Parce que pendant qu'ils sont dans le désert, ça ne se passe pas très bien. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient une crise de confiance, vous savez. Et peut-être qu'ils regrettent donc le bon vieux temps, et ils ne sont pas si sûrs que le Dieu qui leur a dit que subir la tyrannie était mal avait raison. Parce que maintenant, nous voilà dans le désert. Et donc ils manquent de foi. Et c'est compréhensible. Mais même si c'est compréhensible, et c'est l'un des aspects durs de cette histoire, que fait Dieu lorsqu'il entend leurs plaintes ? Il envoie des serpents venimeux pour les attaquer. Je trouve ça vraiment brutal. Ce genre de choses pousse souvent l'athée technique à rejeter les conceptions de Dieu dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attendrait, d'une certaine manière, de la part d'un être tout miséricordieux. C'est comme, vous avez ces pauvres Israélites. D'abord sous la tyrannie, ils ont ensuite dû traverser la mer Rouge. Maintenant, ils errent dans le désert, et ce n'est pas bon. Alors votre meilleure solution est d'envoyer un tas de serpents pour les mordre. Mais vous vous dites, même si vous êtes dans le désert après une tyrannie et que vous perdez la foi, alors les serpents vont vous mordre, n'est-ce pas ? Parce que c'est ce qui arrive. Parce que si vous êtes, vous savez, dans un petit analogue de l'enfer et que vous perdez la foi, est-ce que ça va empirer ou s'améliorer ? Et la réponse, c'est, eh bien, j'ai des raisons de perdre la foi. C'est comme, d'accord, c'est compréhensible. La question est, que faire si vous la perdez ? Ou si vous commencez à chercher la foi dans de mauvaises directions ? Et la réponse, c'est que l'enfer devient un peu plus profond. C'est l'une des choses qui m'ont vraiment effrayé. J'ai passé beaucoup de temps à étudier les atrocités, et j'ai compris, au niveau métaphorique, que si l'enfer est un gouffre sans fond, c'est parce que, peu importe à quel point c'est mauvais,
Il y a toujours une fichue chose stupide que vous pouvez faire pour empirer la situation. D'accord, tes serpents venimeux. Maintenant, les Israélites sont non seulement perdus, mais aussi mordus par ces créatures. Et vous savez, il y a un écho du serpent dans le jardin d'Éden dans cette histoire. Et donc finalement, les Israélites, ils en ont un peu assez de se faire mordre par les serpents. Et ils vont voir Moïse et disent « Tu veux bien discuter avec Dieu parce que tu sembles être assez proche de lui. Tu pourrais lui demander de faire partir les serpents, et peut-être qu'on se comportera un peu mieux. Qu'est-ce que tu penses de ce marché ?» Et Moïse répond « D'accord, je vais voir ce que je peux faire. » Et il va discuter avec Dieu, ce qui n'est pas une mince affaire. Et Dieu ne fait pas ce à quoi on pourrait s'attendre, parce que ce à quoi on s'attendrait, et ça fonctionnerait même pour rendre le récit compréhensible. On penserait, bon, d'accord les gars, vous avez été assez mordus, plus de serpents, mais ce n'est pas ce qui se passe. Je pense que si ça n'arrive pas, c'est parce qu'on ne peut pas éliminer les serpents. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un serpent dans le jardin d'Éden, c'est qu'on ne peut tout simplement pas se débarrasser des serpents. Il faut apprendre à composer avec eux, c'est plutôt ça. Peut-être vaut-il mieux apprendre à vivre avec les serpents qu'espérer un monde sans danger. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Dieu dit quelque chose d'extrêmement surprenant et très intéressant du point de vue d'un psychologue clinicien. Il dit à Moïse de façonner un serpent en bronze et de le placer en haut d'un bâton. Et le bâton me semble être une référence au bâton de Moïse. Ce bâton de Moïse ressemble à un objet planté dans le sol pour s'orienter. C'est aussi le bâton de Dieu, un peu comme un axiome ou l'arbre de vie. C'est comme « ici je me tiens », c'est un point central. C'est tout cela. En tout cas, tu mets le serpent sur le bâton. C'est aussi le symbole de la guérison, non ? Le symbole du médecin pour la guérison, le bâton avec les serpents. Et donc, c'est un symbole de transformation. En partie parce que les serpents mutent et renaissent. Et donc, ils sont considérés comme des agents de transformation. Tout cela est symbolisé ici. Dieu demande aux Israélites de regarder le serpent sur le bâton afin de ne plus être empoisonnés. En tant que clinicien, j'ai trouvé cela intéressant, car toutes les écoles de psychothérapie ont découvert ces 100 dernières années que faire affronter volontairement à quelqu'un ce qui l'effraie l'aide à aller mieux. C'est curatif, et c'est donc le message ici. C'est comme « Eh bien, si quelque chose te terrifie, accorde-lui plus d'attention. » C'est ce que tu enseignes en psychothérapie. Il existe différentes techniques, mais l'exposition est sans doute la technique principale. C'est comme si je peux découvrir ce que tu évites et t'amener à l'affronter volontairement. Tu iras mieux. Et la raison semble être que, si tu amènes les gens à affronter ce dont ils ont peur, et parfois ce qui les dégoûte, mais ce qu'ils aimeraient éviter, disons, si tu les amènes à l'affronter volontairement, cela pourrait même être l'avenir, tu sais, l'avenir indéterminé. Ils n'ont pas moins peur. Ils deviennent plus courageux. C'est différent. Ce n'est pas qu'ils s'habituent à ce qu'ils voient, et n'ont plus peur. Ça arrive parfois, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ils réalisent qu'ils sont bien plus qu'ils ne le croyaient. Une partie de la raison pour laquelle mes conférences, je dirais, ont eu du succès dans une certaine mesure, c'est parce que les gens les trouvent encourageantes, et cela semble vraiment fonctionner. Cela semble être positif, même si ce ne sont pas forcément de bonnes nouvelles. Il semble que ce soit le cas, même si ce n'est pas forcément évident. J'aurais pu encourager les gens en disant qu'ils ont plus de potentiel qu'ils ne le pensent, et qu'ils sont capables de plus qu'ils ne l'exigent d'eux-mêmes. Et vous savez, si vous assumiez vos responsabilités, et faisiez face aux choses que vous essayez d'éviter, votre vie serait plus riche et meilleure pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Et le résultat aurait pu être que des milliers de personnes viennent me voir et me disent « Vous savez, j'ai vraiment essayé, et vos conseils sont vraiment mauvais, et tout va mal, sérieusement. J'ai pris cette responsabilité, et ça m'a complètement écrasé. Je suis bien pire qu'avant, et tout s'est effondré autour de moi. Alors merci beaucoup, mon gars. » Et ce n'est pas comme si c'était une possibilité totalement incompréhensible, mais ce n'est pas ce qui semble se passer. Ce qui se passe généralement, c'est que les jeunes, en particulier, mais pas seulement, viennent me voir et me disent « Écoutez, j'ai essayé d'assumer plus de responsabilités,
et de faire face aux choses que j'évitais, et tout va beaucoup mieux. C'est comme... D'accord. Eh bien... N'est-ce pas quelque chose? Et même plus que ça. Eh bien, alors vous vous posez la question. Eh bien, quelle est la limite de cela? Parce que c'est fondamentalement la question religieuse. Si vous assumiez toutes les responsabilités que vous pouviez assumer, et que vous faisiez face à tout ce que vous deviez affronter, à quoi ressembleriez-vous? Qui seriez-vous? Et comment le monde se transformerait-il autour de vous? Et, eh bien, si la réponse partielle est « si je fais ça un peu, les choses s'améliorent pas mal », alors la question suivante pourrait être « eh bien, et si vous le faisiez complètement ?» Et je ne pense pas que ce soit possible, d'une certaine manière, n'est-ce pas? C'est comme, vous savez, la perfection est un horizon qui recule toujours, mais il ne m'est pas évident de voir quelle en est la limite supérieure, et nous voyons certainement des gens, je veux dire des saints, disons. C'est une mère, c'est un François de son époque, qui repousse les limites, et des choses miraculeuses se produisent autour d'eux, peut-être au sens littéral, et sinon assez proches, vous savez, pour tous les usages pratiques, et donc c'est encourageant. Je me déchire à ce sujet de plusieurs façons parce que je pense. Peut-être peut-on assumer trop de responsabilités et finir par s'épuiser. Peut-être est-ce de l'orgueil. Qui sait, c'est possible. Mais selon mon expérience jusqu'ici, voir des gens porter leurs souffrances noblement, c'est uniquement positif. C'est quelque chose. Et puis quand on voit des gens prendre de plus de responsabilités et décider qu'ils vont viser plus haut et affronter leurs souffrances, honnêtement et franchement, leur vie s'améliore et la vie des gens autour d'eux s'améliore aussi. Et donc c'est aussi très étrange parce que cela signifie aussi que le chemin vers moins de souffrance passe par la souffrance, n'est-ce pas? Et ce serait porteur d'espoir si le monde était fait ainsi. C'est comme, il y a de la souffrance, comment l'aggraver? Fuis-la, comment l'améliorer? Affronte-la. Oui, mais c'est de la souffrance. Oui, mais elle est là, elle existe. Elle est juste là. C'est une condition préalable à l'existence, ou quelque chose comme ça. Et c'est comme si tu avais aussi quelque chose d'important à faire, et tu l'affrontes, et c'est le chemin pour la transcender. Probablement, c'est dur. Peut-être qu'on voudrait que ce soit différent, ou pas. Je ne pense pas que la compassion soit une vertu morale illimitée. Et je pense que l'une des choses terribles dans notre société, l'une des choses mortelles et oedipiennes dans notre société, c'est que nous avons placé la compassion au plus haut niveau, sans réfléchir. Et la compassion est pour les bébés. Et je le pense vraiment au sens technique. Imaginez donc que votre éthique soit d'être 100% compatissant. D'accord. Alors comment êtes-vous ? Eh bien, vous êtes comme une bonne mère, avec un enfant de moins de 6 mois. Car les bébés humains naissent prématurés au sens fondamental. Donc vous savez, la durée moyenne de gestation pour un mammifère de notre taille devrait être de 2 ans. Et donc, nos bébés naissent extrêmement prématurés. Et il y a des raisons complexes à cela. L'une des raisons est qu'il existe une course aux armements évolutifs entre la circonférence de la tête du nourrisson et les dimensions de l'ouverture pelvienne par laquelle le bébé doit passer pour naître. Si le bassin des femmes était plus large, elles ne pourraient pas courir. Et s'il était plus étroit, alors l'enfant mourrait, comme beaucoup d'enfants l'ont fait, n'est-ce pas ? Le taux de mortalité à la naissance chez les humains était abominable, jusqu'à il y a à peine 100 ans. La tête des bébés est compressible, car leurs os ne sont pas totalement formés à la naissance. Et souvent, les enfants naissent avec la tête en forme de cône parce qu'ils ont subi une telle pression pendant l'accouchement. Donc c'est vraiment une aiguille très étroite à enfiler. Et il y a eu beaucoup de bricolage évolutif pour que cela fonctionne correctement. Donc, vous savez, nos nourrissons naissent incroyablement démunis. Et ils sont essentiellement prénataux, jusqu'à ce qu'ils puissent ramper. Cela correspond à 7 ou 8 mois. Et donc, avant cela, parce qu'ils sont totalement impuissants, tout ce qu'ils font doit être considéré comme au-dessus de tout reproche moral et 100% correct. Donc,
Si vous avez un nourrisson qui pleure, qui a 6 mois ou 4 mois, votre rôle n'est pas de juger le nourrisson, ni de le punir, ni de le discipliner. C'est comme si le nourrisson avait un problème. Et toute votre attention doit être concentrée sur la résolution de ce problème. Point final. 100%, c'est tout. Et c'est parfait pour les personnes de moins de 6 mois, mais c'est mortel. C'est de plus en plus mortel à mesure que l'enfant grandit. Parce que ce genre d'attention totale, de « je ferai tout pour toi », est aussi l'ennemi du développement. Et c'est tout le cauchemar freudien. Je veux dire, c'est ce que Freud a mis en évidence, et il savait que c'était la pathologie de l'époque. La mère oedipienne. Et c'est comme, oui, bienvenue à l'ère de la mère oedipienne tout le monde, parce que c'est certainement ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc si vous placez la compassion au plus haut niveau, eh bien voilà ce que vous obtenez. Un état où tout le monde est un enfant, et où le seul critère éthique est la pitié. Jung a évoqué les conceptions classiques du sommet de la hiérarchie. Dieu. Il disait que Dieu règne avec 2 mains, la miséricorde et la justice. Et c'est tout. La discrimination, vous savez à quel point c'est mauvais. Mais non, ici c'est plutôt de la différenciation, du jugement. C'est remettre les choses à leur place, en mettant le plus élevé au-dessus du plus bas. C'est tracer une voie pour un futur développement. Une mère peut dire « Tu es très bien comme tu es ». Mais que dire à un enfant de 10 ans ? C'est comme dire « Tu n'es pas très bien comme tu es. Tu as encore beaucoup à apprendre. Et tu n'es probablement pas très bien comme tu es quand tu as 20 ans non plus. C'est comme si tu n'étais qu'une fraction de ce que tu pourrais être. Et si tout n'est que compassion maternelle, et je le dis au sens symbolique, tout n'est que compassion maternelle. Où est l'élan pour le développement ? Il n'y a aucun jugement. Et je pense que la chose la plus déprimante que vous puissiez dire à des garçons de 18 ans en particulier, surtout s'ils sont malheureux, c'est « Eh bien, tu es très bien comme tu es ». Et ils ne le sont pas tout d'abord, et personne ne pense qu'ils le sont, eux y compris. Eh bien, ce n'est pas le cas. Personne n'en a rien à faire des garçons de 18 ans dysfonctionnels comme ça. Tu sais ? Mais tu peux le dire avec le bon mélange de justice et de miséricorde. C'est comme, ouais, eh bien, tu sais, tu n'es pas si mal pour 18 ans. Et tu pourrais être bien plus, et tant mieux pour toi. Et ensuite, tu peux encourager ça. Et c'est ça, c'est l'esprit de justice. Et c'est un esprit patriarcal, fondamentalement. C'est l'encouragement et l'appel à un développement supplémentaire. Il doit y avoir une tolérance pour l'imperfection, l'erreur et l'orientation vers l'objectif, ainsi que la recherche d'équilibre, relèvent en partie de la conscience qui arbitre constamment entre ces 2 principes majeurs. Ce ne sont pas les seuls et il n'existe pas de solution définitive. On ne peut simplement dire que la compassion suffit. C'est comme non. C'est un problème constant avec tes enfants. Tu te demandes toujours, ils font une erreur. C'est, eh bien, jusqu'où tu leur pardonnes. Et jusqu'où tu dis, tu sais, et si tu ne refaisais pas ça ? C'est vraiment embarrassant. C'est terrible pour toi. Si tu répètes cette erreur, ta vie va devenir une vraie catastrophe. Tu es assez grand pour comprendre. Fais attention. Qui aime vraiment l'enfant ? Celui qui dit que tout ce qu'il fait est merveilleux, même si ce n'est pas vrai. Ou la personne qui dit que tu pourrais faire mieux. Et tu sais que la réponse, eh bien, c'est une discussion constante entre ces 2 points de vue. Constamment. Parce que, et dans ta relation avec toi-même, c'est comme, jusqu'où tu te pardonnes ? Et la réponse, ce n'est certainement pas 0. Ce n'est pas 0. Personne ne peut vivre sans être capable de se pardonner un minimum. Mais en même temps, tu ne veux pas non plus te laisser tout passer pour chaque erreur idiote que tu fais. Disons qu'il se passe quelque chose sur ton lieu de travail, et que tu dois t'y opposer parce que ça te rend fou. Tu en parles à qui ça parle avec ta femme pour clarifier, puis tu te dis, il faut que je dise quelque chose. Tu y vas, tu dis quelque chose, tu bégayes, tu es maladroit. Tu observes la réaction et obtiens peut-être ce que tu voulais, ou non. Mais tu as beaucoup appris. Tu as appris que, eh bien, je ne suis pas aussi cohérent que je pourrais l'être. Je ne suis pas aussi bon pour organiser mes arguments. Mon patron est encore plus salaud que ce que je pensais. C'est un problème pire que ce que je connaissais. C'est comme différencier. Donc maintenant, le paysage est en plus haute résolution et toi aussi. Bon, très bien. Donc peut-être que tu es un peu mieux préparé la prochaine fois que tu devras faire ça. Et donc, la question ici, dans une certaine mesure, c'est... Ne perds pas une occasion de te confronter à quelque chose qui s'oppose à toi, surtout quand l'objection est assez petite. Parce que c'est quelque chose que tu peux te dire, eh bien,
Je peux supporter ça, c'est assez juste, tu ne veux pas transformer tout en guerre. J'utilise généralement la règle de 3. Si on interagit, et que tu fais quelque chose que je trouve perturbant, je le note. C'est comme un potentiel dragon disparu, et je laisse passer. Puis si tu le refais, je me dis « Ah oui, ce n'était probablement pas juste une situation, mais je laisse encore passer parce que ce n'est toujours pas assez de preuves. Mais si tu le fais une 3e fois, alors je dirai « Eh, je viens de remarquer ça », et tu diras « Non, ça ne s'est pas passé ». Et je dirai « Si, non seulement ça s'est passé, mais c'est arrivé ici, et c'est arrivé là, et je n'invente rien, donc il se passe quelque chose ici. Comme je ne l'ignore pas, on peut aller au fond des choses. » Et ensuite, ils vont trouver plein d'objections pour expliquer pourquoi ce n'est pas nécessaire. Et tu mets ça de côté. Puis ils vont trouver encore quelques objections. Et tu mets ça de côté aussi. Et généralement, ils vont se fâcher ou éclater en larmes. Et si tu mets ça de côté, alors tu peux avoir une vraie conversation. Et là, tu peux résoudre le problème. Mais mec, il faut être un monstre. Parce que, d'abord, il te faut 6 arguments pour expliquer pourquoi leurs objections ne vont pas t'arrêter. Et ensuite, tu ne dois pas te laisser intimider par la colère, et tu ne dois pas être submergé par la compassion à cause des larmes. Et ensuite, tu peux avoir une conversation, mais les gens ne font pas ça. Ils ne le feront pas, et donc ils ne résolvent pas les problèmes. Et du coup, les problèmes s'accumulent, n'est-ce pas ? Si ces problèmes s'accumulent 15 ans, ils deviennent graves, laids, et mènent au divorce au tribunal. Donc, tu sais, ce n'est pas une bonne issue. Si tu veux quelque chose, il te faut environ 5 arguments pour expliquer pourquoi tu le veux. Parce que la probabilité que la personne en face ait 5 arguments pour expliquer pourquoi tu ne devrais pas l'avoir est très faible. Ils n'auront simplement pas assez réfléchi. Ensuite, dans l'exercice d'écriture sur l'avenir, on te demande d'exprimer les raisons de tous les objectifs qui découlent de ta vision du futur. Donc on te demande, par exemple, pourquoi ce serait bon pour toi ? Pourquoi cela profiterait-il à ta famille et à la société ? Donc ça te donne déjà 3 niveaux d'argumentation. Et si tu l'as articulé en détail, et que c'est relié à d'autres objectifs importants, alors tu deviens quelqu'un de très difficile à contredire, parce que les gens ne vont pas aussi loin. C'est-à-dire qu'ils n'ont tout simplement pas autant de niveaux d'explication ou d'objection. C'est aussi très utile pour ton esprit. Car si tu veux faire quelque chose de difficile demandant de l'énergie, plusieurs sous-systèmes de ton esprit vont soulever des objections. C'est comme, eh bien, peut-être que ce n'est pas ce que tu devrais faire en ce moment. Peut-être que tu devrais faire la vaisselle, ou passer l'aspirateur, ou regarder la télé, ou aller sur YouTube. Si tu es vraiment malin, quand tu essaies de faire quelque chose de difficile, ton cerveau te propose autre chose de difficile à faire, mais un peu moins difficile, pour que tu puisses te sentir justifié de ne pas faire ce que tu es censé faire, parce que tu fais quand même quelque chose d'utile. Et si tu cèdes à cette tentation, ce qui arrive souvent, alors elle gagne, et parce qu'elle gagne, elle reçoit une petite dose de dopamine, et elle devient plus forte. Tout ce à quoi tu laisses gagner le débat intérieur, ça grandit. Et tout ce que tu laisses être vaincu, ça rétrécit, parce que c'est puni. Ça n'obtient pas ce qu'il veut. Donc c'est vraiment une autre chose à retenir. Ne pratique pas ce que tu ne veux pas devenir. Le toi qui émerge à la suite de ta dernière catastrophe est tout ce que tu étais avant, plus quelque chose en plus. Et ça constitue en fait ce que tu pourrais décrire comme un progrès mesurable, n'est-ce pas ? Et c'est un autre argument contre le relativisme moral parce que... si tu fais tout ce que tu faisais avant et plus encore, on peut dire que c'est mieux. Ce n'est pas une mauvaise définition, donc il y a amélioration. C'est comme si tu cherchais à différencier le monde. Et te différencier toi-même. Et chaque fois que tu traverses l'une de ces révolutions, alors, avec un peu de chance, ces deux choses se produisent. Et il y a aussi une morale à cette histoire, c'est de le faire volontairement, et peut-être de le faire. N'attends pas que ça devienne catastrophique. Garde les yeux ouverts. Et quand quelque chose commence à mal tourner et que tu peux le réparer, fais-le. Ne dis pas, non, ça n'a pas d'importance. Peut-être que ça compte. Peut-être que c'est important. Peut-être que c'est précisément de cela que tu devrais être fait. Peut-être que c'est la matière dont le monde devrait être fait. Et si une partie de toi te dit que ça compte, cela signifie que cette partie te dit qu'il y a quelque chose là que tu dois affronter.
C'est ça, le sens de l'importance de quelque chose. J'aime vraiment le mot matière, parce qu'il a ces deux significations étranges. Tu vois, il y a la matière dont tout est fait. Les matérialistes pensent que tout est fait de cela, et que ce n'est que de la matière morte. Et puis il y a la matière dont la vie est faite, c'est ce qui compte, et parfois, tu avances dans la vie, et quelque chose compte, ça t'appelle, et c'est le monde non révélé qui essaie de se révéler à toi, et tout ce que tu as à faire, c'est de le laisser se révéler à toi. Et alors, peut-être que ce qui se passe, c'est qu'un léger changement de forme suffit. Tu n'as pas besoin de brûler jusqu'à l'œuf sanglant et d'éclore comme un nouveau-né. Peut-être que tu peux simplement réparer un petit quelque chose qui ne va pas chez toi, et ainsi tu peux subir une suite de micro-morts continuelles au lieu d'attendre la foutue catastrophe qui pourrait t'envoyer si loin que tu ne t'en remettras jamais. Et tout ce que tu as à faire, c'est de prêter attention à ce qui compte, et tout ton système nerveux fait ça pour toi. Tu as un objectif. Quelque chose se passe, ça compte. Alors, qu'est-ce que tu es censé faire avec ça ? Tu es censé le réparer, tu es censé t'y engager. C'est pour ça que ça t'interpelle comme si c'était important. Ça dit qu'il y a une partie indéterminée du monde ici qui veut se manifester en un être pleinement articulé, et ça t'appelle à le faire. Et si tu l'ignores, alors ça s'accumule. Et si ça s'accumule, ça se transforme en dragon du chaos. Puis ça attend que tu ne sois pas au meilleur de toi-même, et alors ça te dévore. Et c'est seule alternative, donc ça semble être un mauvais plan. Dans les rituels mésopotamiens. Les Mésopotamiens rejouaient l'effondrement du royaume dans le chaos, essentiellement, lors du festival du Nouvel An. C'est un peu ce que vous faites quand vous prenez des résolutions. Parce que comme c'est dégénéré, on pourrait dire que notre tendance à prendre des résolutions du Nouvel An est en quelque sorte un rituel dégénéré. Et je ne veux pas dire que c'est mauvais, je veux dire que c'est le vestige de quelque chose de bien plus grandiose. L'idée était que les Mésopotamiens emmenaient chaque année leur empereur hors de la ville fortifiée, le faisant s'agenouiller et lui retiraient ses vêtements royaux. Et ensuite, ils le frappèrent avec un gant. Si je me souviens bien, c'était le prêtre qui faisait ça. Et ensuite, ils lui faisaient énumérer toutes les façons dont il n'avait pas été un bon empereur cette année-là. Il n'était pas un bon Marduk, car il devait être lui sur terre. Et c'est ce type avec des yeux tout autour de la tête, qui prononce des mots magiques et transforme le chaos en ordre. C'est ce que l'empereur est censé faire. Donc la question serait, d'accord, tu es empereur, mais fais preuve d'humilité, tu n'es pas Dieu incarné. Tu as probablement commis quelques erreurs. Peux-tu penser à des moments, au cours de l'année passée, où tu n'as pas profité de toutes les occasions possibles pour prendre un peu de chaos et le transformer en ordre habitable ? C'est une réflexion utile. C'est ce que tu fais, en prenant une résolution du Nouvel An, même sans t'en rendre compte. Pourrais-tu être meilleur l'an prochain ? Eh bien... Tu peux imaginer le déluge. Et puis tu peux te remettre dans le droit chemin, et ensuite tu peux te préparer à ça. Et ça veut dire que peut-être tu peux l'éviter. Mais ça veut aussi dire que même si tu ne l'évites pas, tu pourrais y survivre. Et c'est en fait l'histoire de Noé. Parce que ce qui arrive à Noé, c'est qu'il voit que les choses ne vont pas bien, et qu'un déluge arrive, et Dieu est peut-être en train de le lui faire savoir. Et il est dit dans l'histoire que Noé marchait avec Dieu. Souviens-toi, c'est ce qu'Adam faisait avant de devenir tout gêné à propos de tout ça. Il marchait avec Dieu. Nous en parlerons plus la prochaine fois. Mais ce que cela voudrait peut-être dire, c'est que Noé était droit, qu'il s'était ressaisi, et que ses relations familiales étaient bonnes. Parce qu'il est aussi dit cela, que ses antennes fonctionnaient. Et il pouvait voir un peu plus loin dans le futur que quelqu'un dont la vision était complètement obscurcie par le brouillard et le chaos, et il pouvait dire que les choses n'allaient pas bien se passer. Alors il s'y est préparé, et parce qu'il s'y est préparé, eh bien, les choses se sont plutôt bien passées pour Noé, même si le déluge est arrivé. Et c'est la même chose dans votre propre vie. Il y a des déluges qui arrivent, vous pouvez en être absolument certain. C'est absolument certain à 100%. Certains seront personnels, d'autres seront familiaux. Certains seront sociaux, politiques ou économiques. C'est comme, est-ce que ce seront des catastrophes pour vous, ou allez-vous les surmonter ? Allez-vous bien vous préparer ?
Première question. Êtes-vous assez organisé pour anticiper ces situations et agir en conséquence? Peut-être simplement l'éviter. Peut-être qu'il suffit de ne pas aller là où l'inondation va se produire. C'est une chose simple. Mais peut-être que vous n'avez pas ce luxe, n'est-ce pas? Et donc ça va être une catastrophe. Un membre de votre famille pourrait vraiment tomber malade, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a juste un tout petit chemin à travers ça pour que tout ne s'effondre pas. Ce n'est ni un divorce, ni la mort, ni la tristesse, ni une catastrophe, mais la marge d'erreur est quasi nulle. Chaque imperfection dans cette situation accroît le risque qu'elle vire à une tragédie semblable à l'enfer. Ça arrive vers vous. Absolument, certainement. Et donc, vous pourriez penser que, puisque ça arrive vers vous, peut-être que la meilleure chose à faire est de vous préparer, afin que lorsque cela arrivera, ce soit le moins terrible possible. Si les gens faisaient ce qu'ils pouvaient pour dire la vérité et prêter attention, alors peut-être la tragédie qui fait partie de la vie n'aurait pas à se détériorer en un enfer insupportable qui n'a pas à faire partie de la vie. Et peut-être que nous pourrions réellement tolérer la tragédie, ou peut-être même que nous pourrions la surmonter, ou peut-être même que nous pourrions l'atténuer, vous savez, parce que nous faisons ce genre de choses tout le temps. Et donc, c'est toujours une question ouverte. Et Eliade l'a très bien dit. Les inondations résultent-elles de l'effondrement des choses? Ou bien les inondations sont-elles la conséquence du fait que les gens font des erreurs qu'ils savent éviter mais qu'ils font quand même? Ils pêchent, n'est-ce pas? Et ça veut dire manquer la cible, n'est-ce pas? Parce que c'est un terme de tir à l'arc, pêcher. Et ça veut dire que parfois, ils ne précisent même pas la foutue cible. Ce qui veut vraiment dire que tu ne vas pas l'atteindre à moins de la préciser. Ou alors, même après l'avoir précisé, ils se disent simplement « Au diable, ce n'est pas si important ». Tu dois faire attention quand tu dis quelque chose comme « Au diable, ce n'est pas si important », parce qu'une des choses qui pourrait t'arriver si tu dis « Au diable, ce n'est pas si important », c'est que tu pourrais vraiment finir en enfer pour une période assez longue, ou peut-être pour le reste de ta misérable existence. Des gens existent réellement là-bas, je les ai vus. Une fois sur place, ce n'est ni un tour de passe-passe ni une affaire simple. Pour t'en sortir, il est peut-être essentiel que seules les choses importantes soient vraiment prises en compte. Il se pourrait que ce soit important que tu fasses ce que tu peux pour marcher avec Dieu. Comme dit, on en reparlera la prochaine fois. Et il se pourrait que ce soit ainsi que tu construis une arche et que tu sois protégé du déluge, même si ce fichu truc arrive. Et le truc, c'est qu'il arrivera.